Troisième partie. Philippe Breton, l'utopie de la communication, le mythe du village planétaire. Dégradation des valeurs. Un grand désir d'utopie est alors à l'œuvre, sur la base de la religion et de l'histoire. Reflux du religieux comme système explicatif totalisant et comme espoir d'une société meilleure, ailleurs que sur Terre. Le désir de paradis s'effondre. Terrain fertile à l'imaginaire utopique, transfert du paradis du ciel sur Terre. John Dewey, l'un des apôtres du libéralisme, dira « Une philosophie de l'histoire en Amérique doit être une philosophie de l'avenir et non du passé ». Naissance d'idéaux comme le marxisme dès le manifeste communiste de 1848. Avènement d'une société sans État où la classe ouvrière réalise enfin l'histoire. Le libéralisme, seule idéologie concrètement au pouvoir, enfante le rêve scientiste d'une société purgée et pragmatique dirigée vers le futur. Enfin, fascisme et nazisme se mettent en place. Toutes sont des idéologies de la purification. Il s'établit une correspondance directe avec le thème, lui aussi utopique, d'une société du consensus et d'une idéologie sans ennemis. Le libéralisme cohabite parfaitement avec le déni concret de ce que la Révolution française avait dessiné en termes de droits de l'homme. Idéal de liberté, d'égalité et de fraternité entre tous les hommes qui reste théorique. Les États-Unis sont le pays où les valeurs du libéralisme sont mises en application et érigées en système politique suprême. Une remarque en marge sur l'acharnement mis par les sociétés libérales de réduire le nomadisme. Cette antique dimension de la vie quotidienne a été quasi éradiquée jusqu'à ce que chacun soit fixé sous l'œil d'un pouvoir qui supporte peu le mouvement. La conséquence centrale de la crise des valeurs est sans doute l'ouverture de l'espace de l'argumentable. La perte de points de repère est l'idée selon laquelle les points de repère ne sont pas nécessaires pour l'action, témoigne de l'état de délabrement des sociétés. George Steiner évoque l'anthropologie envahissante relativiste, refusant les jugements de valeur qui imprègnent notre image du moi et de l'autre. Tout, désormais, relèverait de l'argumentation et pourrait être discuté. Le relativisme ambiant produit à son tour un tourbillon sans frein. Au-delà des hommes, certains êtres, les machines intelligentes, peuvent prétendre à l'accession à l'humanité, acte de communication. L'échec américain au Vietnam en 1975, qui suit la crise pétrolière de 1973, la fin des illusions de la société de consommation, puis la perte de confiance dans les vertus du communisme et l'échec économique marquent la fin d'une époque. C'est à ce moment précis que s'impose l'idée d'une révolution informatique, puis celle d'une société de l'information. Succès de ce modèle, d'anarchisme rationnel que Wiener a formulé. Le nouveau modèle de l'homme est rationnel et transparent. Le détacher de son corps biologique, enfin, et de le traiter comme un pur être de communication. Le corps simple support physiquement fragile et faillible intellectuellement. Le philosophe italien Gianni Vattimo, fin observateur de la société de communication, dit qu'elle incarne certains des idéaux des Lumières. Lucien Svezz dit que le développement de la communication relève d'une évolution continue du libéralisme. Chaînon manquant entre la société d'avant, où dominent les idéologies d'exclusion, et la société qui se profile aujourd'hui. Marshall McLuhan pense que chaque grande étape du développement technique dans le domaine de la communication, l'écriture, l'imprimerie et les médias modernes, induisait de profondes transformations sociales et culturelles. Il serait vain de nier que l'usage d'un outil transforme son utilisateur. Les nouvelles machines à communiquer qui peuplent progressivement notre environnement quotidien constituent peut-être les véritables chevaux de Troie de l'utopie de la communication, vecteur concret de projets.
Une sorte d'alchimie mystérieuse permet le transfert vers ceux qui s'en servent des idéaux que ces machines incarnent initialement. On voit l'enchaînement avec l'ordinateur, le discours utopique produit au moins autant les techniques que l'inverse. L'invention de l'ordinateur est à l'intersection de la crise du savoir et des idéologies, 1945. Cette invention de l'ordinateur ne répond pas directement à un besoin, mais il répond à une autre logique. L'ordinateur est investi symboliquement d'une charge négative, une face diabolique, une autre angélique. Le biographe de von Neumann, Steve Heinz, affirme que celui-ci voyait les machines qu'il construisait comme une extension de lui-même, permettant de dépasser les limitations humaines. C'est lui aussi qui calculera la hauteur exacte à laquelle la bombe devait exploser pour causer le maximum de destruction. L'ordinateur représente le rachat des péchés nucléaires. L'ordinateur génère de l'ordre et de l'information où le nucléaire est un effort constant pour libérer du désordre et accroître l'entropie. Doutent des chercheurs que la réaction en chaîne s'arrêtera-t-elle. Seule la science de la communication permettra de rompre ce cycle infernal, pourvu que l'homme accepte de transférer ses compétences aux machines qu'il a conçues dans ce but. La vulgarisation et l'imaginaire de la science-fiction ont largement répandu le thème du tout-communication. Ce discours exerce une force d'attraction considérable sur l'opinion, en y croyant lire l'avenir. Tout se passe comme si nous allions inéluctablement à marche forcée vers une révolution globale de notre organisation sociale et de nos comportements intimes. Un phénomène étrange se déroule sous nos yeux, le déplacement et l'absorption de l'essentiel des activités humaines à l'intérieur du monde des médias. Selon Baudrillard, cette absorption est telle que tout se déroulera à l'intérieur de l'univers des représentations médiatiques. Le média devient un centre plutôt qu'un passage. Pour Lucien Sfez, la caractéristique majeure du développement de la communication est la confusion qui s'installe entre le fait réel et sa représentation, enfermant l'homme dans le labyrinthe sans issue qui le renvoie à lui-même. Un monde de socialité vide. L'enjeu à terme est la disparition de la production de connaissances. Devenu le centre alors qu'il n'était que l'outil, les médias peuvent prétendre réorganiser de façon utopique la société à leur image, conformément au projet viennérien qui affirmait que la société avait pour vocation d'être entièrement contenue par les messages qui circulent en son sein. Denis de Rougemont insistait sur la différence entre information et connaissance. Une certaine confusion peut s'installer entre le fait de disposer d'une information et celui d'intérioriser une connaissance. Jacques Arsac dénonçait dès 1968 la confusion entre l'information et le sens. Pour lui, l'informatique ne pouvait progresser comme science concrète qu'en renonçant à ce mélange. Tendance actuelle à imposer des styles médiatiques à l'expression des connaissances, ne jamais confronter le public à son ignorance. Exigence du plein alors que le savoir est acceptation de zones d'ignorance, ce quelque chose qui vous échappe, qu'il n'est pas possible de maîtriser. Les médias contribuent largement à amplifier les effets de la crise des valeurs. Ils sont les premiers destructeurs de l'idée de vérité. Ils composent la vérité à partir de différents points de vue. Ils développent l'idée qu'il n'y a pas de vérité. Faire admettre lors de l'interview que le point de vue est relatif, sinon il est dogmatique ou langue de bois. Tentation de transformer la connaissance en activité de loisir. Thierry Gaudin dit que cette prétendue révolution est la capacité à réaliser le vieux rêve d'uniformisation de l'information en intégrant sur un même support l'écrit, l'image et le son. Notre système d'éducation enseigne l'art et la manière de s'orienter et de naviguer dans le savoir.
Le processus éducatif n'est pas une affaire d'accès au savoir, mais une manière de poser la question du désir de savoir. Le pur être médiatique se conçoit mal, ignorant et désirant, les enseignants portant leurs efforts à travers le processus de transmission. Vouloir transformer l'enseignant en simple assistant navigateur revient à vouloir liquider sa fonction principale. Fossé entre ceux qui sont dotés par la nature ou par l'environnement familial d'un tel désir, et ceux qui ont besoin d'un système éducatif pour le faire naître. Toute généralisation accroît les inégalités. Nous sommes bien dans l'étymologie de cybernétique, science du pilote, représentation d'un univers de la communication qui aurait pour vocation de tout absorber. Avec Philippe Kéo, les cybermondes vont nous permettre de mieux agir sur le réel ou même de l'augmenter. Stephen Hawking soutient que les virus informatiques devraient être considérés comme vivants. L'idée centrale reste que l'homme est bien un être informationnel, comparable aux machines qu'il crée, et il se développera en se mêlant avec elles. Rôle des médias dans la réécriture de l'histoire. Les médias sont devenus incontournables. Le voyeurisme n'est plus aujourd'hui un défaut de moralité, mais une vertu nécessaire à la survie sociale. Après tout, les médias ne font que remplir un vide dont ils ne sont guère responsables. Les messages qu'ils diffusent sont réinterprétés et passent obligatoirement dans le tamis des valeurs de la communauté. Message véhiculé que la communication est une valeur centrale autour de laquelle la société est censée s'organiser. Il faut communiquer quel que soit le contenu. Toutes les conditions sont réunies pour que la contrainte exercée par les médias soit invisible, ce qui est le propre d'une idéologie. Encouragement des nouvelles formes d'individualisme, difficiles à percevoir car elles viennent en association avec un formidable mouvement collectiviste. Uniformisation planétaire des goûts, des normes et des comportements, construction d'un espace public universel et un repli de l'individu sur lui-même. Modèle qui conduit l'individu seul et muré physiquement dans son salon multimédia, communiquant virtuellement. Ce néo-individualisme n'est pas sans rapport avec la montée xénophobe. Une universalité sans contenu ne peut que l'encourager. Intuition d'Asimov, où la recherche d'un contact virtuel est déréalisée et le refus, voire le dégoût de tout contact réel avec autrui, renforcé par un idéal de pureté. Nouvelle xénophobie qui concerne l'individu à l'égard des autres, catégorie générique propre au néo-individualisme de la société de communication. Fin de la rencontre physique et ouverture d'espaces hyper privés. L'individu réinvente un espace de protection qu'il considère personnel. En théorie, un individu peut ne jamais cesser de communiquer. Représentation de soi comme une machine communicante, caractère éminemment contemporain de certaines formes d'autisme. Bruno Bettelheim établit le lien entre ces maladies et les techniques modernes. Le délire hallucinatoire consiste à se croire dirigé par une machine qui a le pouvoir de décision. Mythe moderne de l'intelligence artificielle. La nouvelle utopie génère l'illusion de la toute-puissance libératrice de la communication. Croyance que le seul fait de communiquer serait suffisant pour vivre harmonieusement en société, et la croyance que l'objet d'un savoir pratique est aisément manipulable. Formation qui prolifère sur la réalisation de soi. L'effet pervers s'inscrit tout entier dans ce décalage qui provoque de la frustration. Ainsi, les ménages se réduisent de plus en plus à une personne. Diminution des mariages et même diminution des couples, même non mariés. Beaucoup de ménages sont composés d'une mère et d'un enfant. Société fortement communicante, mais faiblement rencontrante.
L'homme de demain minimise le plus possible ses déplacements physiques. Il se passe de mobilité assis devant son terminal, restant chez soi pour travailler. Ce néo-individualisme se vit comme extraordinairement communicant, mais au prix de vider la communication de sa substance. Surprise. Chacun vivrait de plus en plus dans son monde, obsession de l'utopie de la communication à vivre dans un monde consensuel, déni systématique du conflit qui est diabolisé, violence destructrice, refus de la loi prônant un monde qui pourrait se passer de juges, de droits, de normes, etc. Même analyse sur la question de la critique, véritable hold-up du futur, avec pour seule image une société hyper technologique. Le vrai danger est que cet avenir est désormais le seul disponible sur le marché des idées. La faillite des idéologies a laissé un vide. La communication est devenue une utopie. Les dérives de la communication nous renvoient en miroir à la reconstruction de la représentation de l'homme et de la société. Cela ne pourra se faire qu'avec un vigoureux sens critique. Fin de la troisième partie.